Pouvez-vous nous raconter une de ces histoires? La plus marquante, si vous connaissez l'histoire du sous-marin allemand disparu d'Hitler, le U-869. Oui, un sous-marin allemand a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde pensait savoir où il avait coulé, mais 50 ans plus tard, des plongeurs l'ont retrouvé à des milliers de kilomètres de là. Dans une chambre secrète, ils ont découvert des objets qui laissaient supposer une mission secrète inconnue de tous. Que cachait l'U-869? Pourquoi les autorités ont-elles gardé cette découverte secrète? Rejoignez-nous pour une plongée au cœur de l'une des découvertes sous-marines les plus mystérieuses de l'histoire. Le sous-marin fantôme de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'océan Atlantique est devenu l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Les sous-marins allemands, appelés U-Boot, traquaient que les navires alliés transportant ravitaillement, troupes et matériel. Ces bâtiments sous-marins opéraient en secret, frappant sans avertissement et disparaissant dans les profondeurs. La campagne des U-Boot fut l'une des stratégies militaires les plus efficaces de l'Allemagne durant la guerre. La marine allemande a déployé des centaines de sous-marins allemands U-Boot tout au long du conflit. Ces sous-marins s'efforçaient de couper les lignes de ravitaillement entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Ils ciblaient les navires marchands, les bâtiments militaires et les convois de transport. Les archives historiques montrent que les U-Boot ont coulé des milliers de navires alliés pendant la guerre. Chaque attaque réussie perturbait l'approvisionnement en matériel nécessaire à l'effort de guerre en Europe. Parmi ces nombreux sous-marins figurait l'U-869. Ce sous-marin appartenait à la classe Type 9C40. Il fut lancé en 1943 par les chantiers navals allemands d'Eskimag H-Weser. Il mesurait près de 76 mètres de long. Les ingénieurs l'ont équipé de 6 tubes lance-torpilles conçus pour les attaques à longue portée. Cette conception permettait à l'U-869 de traverser l'océan Atlantique et d'opérer dans des eaux éloignées des territoires contrôlés par l'Allemagne. La marine allemande a confié le commandement de l'U-869 à Helmut Neuerberg. Neuerberg, capitaine de vaisseau, apporta à ce poste une solide expérience navale. Fin 1944, la guerre avait basculé en défaveur de l'Allemagne. Les forces alliées progressaient sur plusieurs fronts. Malgré ces revers, la marine allemande continua d'envoyer des U-Boot en patrouilles de combat. Fin 1944, le commandement naval ordonna à l'U-869 d'entamer sa première patrouille de combat. D'après les documents militaires qui nous sont parvenus, les paramètres de la mission dirigeaient le sous-marin vers la région de Gibraltar. Ce lieu revêtait une importance stratégique car les navires alliés empruntaient l'étroit détroit reliant l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Les commandants allemands estimaient que les U-Boot opérant près de Gibraltar pouvaient infliger des dommages considérables à la marine marchande alliée. Cependant, la structure de commandement militaire allemande commençait à se désagréger à cette époque. Les systèmes de communication tombaient régulièrement en panne. Les ordres étaient confus. Il arrivait que différents commandants donnent des instructions contradictoires. Les historiens pensent désormais que l'U-869 a pu recevoir de nouveaux ordres alors qu'il était déjà en mer. Ces changements de mission potentielle n'ont jamais été correctement consignés ni documentés. Le 11 février 1945, 2 navires de guerre américains ont signalé un engagement avec un sous-marin allemand non identifié. Les navires impliqués étaient un destroyer et un patrouilleur des gardes-côtes. Les 2 bâtiments opéraient près de Gibraltar. Ils semblaient être un sous-marin et ont lancé une attaque. Après l'engagement, les équipages ont signalé la destruction du navire ennemi. Les autorités militaires ont enregistré cette destruction comme confirmée. Les analystes navals ont examiné le moment de cette attaque et l'ont comparé aux mouvements connus des U-Boot dans la zone. D'après leurs calculs, ils conclurent que le sous-marin détruit
devait être l'U-869. La marine allemande, qui s'était effondrée à l'instar du reste des forces armées, ne fournit aucune information pour contredire cette conclusion. En l'absence de preuves contraires, le rapport officiel indiqua que l'U-869 avait coulé au large de Gibraltar. Le sous-marin transportait un équipage de 56 hommes. Tous ont été déclarés morts au combat. Aucun survivant n'a été retrouvé. Aucun signal de détresse n'a été reçu. Aucune épave n'a été récupérée ni photographiée. Le sous-marin a tout simplement disparu sous les flots, rejoignant ainsi la longue liste des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Pendant plus de 40 ans, cette explication est restée incontestée. Les historiens militaires l'ont acceptée comme un fait établi. Les familles des membres d'équipage ont été informés du décès de leurs proches près de Gibraltar. Des plaques commémoratives et des documents indiquaient Gibraltar comme lieu du naufrage. L'affaire semblait close. Pourtant, cette version officielle comportait plusieurs problèmes. Premièrement, aucune épave correspondant aux caractéristiques du U-869 n'a jamais été découverte près de Gibraltar. Les rapports militaires de guerre contenaient souvent des erreurs. Les navires engagés dans des combats identifiaient fréquemment mal leurs cibles ou faisaient des évaluations erronées. La technologie disponible à l'époque offrait une précision limitée pour le suivi des sous-marins. De plus, la documentation militaire allemande de cette période s'est avérée incomplète, voire inexistante. En 1945, l'effort de guerre allemand s'effondrait. Les communications radio ont été interrompues. La tenue des registres est devenue chaotique. De nombreux documents ont été perdus ou détruits délibérément. Les quelques journaux de bord subsistants contenaient des informations ambiguës qui ne permettaient pas d'établir clairement la position finale du U-869. Les recherches menées sur cette affaire ont révélé un autre détail troublant. Les U-boots allemands maintenaient des contacts radio réguliers avec le commandement naval pendant leur mission. Ces communications avaient une double utilité. Elles permettaient aux sous-marins de rendre compte de leur progression et de leur position, et elles permettaient également au commandement d'envoyer de nouveaux ordres ou des avertissements concernant les activités ennemies. Le U-869 a émis son dernier message radio connu alors qu'il opérait encore dans l'océan Atlantique Nord. Il se situait à des milliers de kilomètres de Gibraltar. Après cette ultime transmission, le silence complet a suivi. Le sous-marin disparut comme si l'océan l'avait effacé de l'existence. Aucune autre communication ne fut établie, aucune épave ne remonta à la surface. Aucun élément ne permit d'expliquer sa disparition. Pendant des décennies, l'U-869 demeura introuvable, son sort véritable, inconnu, enfoui sous des rapports contradictoires et des archives incomplètes, témoins d'une période chaotique de l'histoire. Le mystère du New Jersey, 1991. Les eaux au large des côtes du New Jersey abritent l'un des plus grands cimetières sous-marins d'Amérique du Nord. Des centaines d'épaves reposent au fond de l'océan dans cette zone. Ces navires ont coulé pour diverses raisons, notamment des tempêtes, des collisions, des pannes d'équipement et des opérations militaires en temps de guerre. Pour les plongeurs expérimentés spécialisés dans les épaves, cette région offre d'innombrables possibilités d'exploration et de découverte. Durant l'été 1991, une équipe de plongeurs amateurs a entrepris la recherche d'épaves non identifiées à l'aide d'un sonar à balayage latéral. L'équipe comprenait John Chatterton et Richie Kohler, deux plongeurs techniques très expérimentés. Ils étaient conscients des risques liés à l'exploration en eau profonde. Les eaux au large du New Jersey présentaient des défis extrêmes, forts courants sous-marins, faible visibilité et températures glaciales qui imprégnaient même les meilleures combinaisons de plongée. L'équipe opérait à environ 60 milles au large de Point Pleasant, dans le New Jersey. Son sonar a détecté un objet inhabituel reposant sur le fond marin à une profondeur de 230 pieds. L'image sonar montrait une structure longue et étroite à la forme caractéristique d'une torpille. L'objet semblait ancien et d'origine humaine.
Sa taille et sa forme laissaient présager quelque chose d'important, mais le sonar ne permit pas de l'identifier précisément. Les plongeurs décidèrent d'aller l'explorer. La plongée technique à cette profondeur exigeait une planification minutieuse et un équipement spécialisé. Il leur fallait utiliser des systèmes respiratoires à mélange gazeux au lieu d'air comprimé classique. La pression à 70 mètres, 230 pieds créait des conditions dangereuses. Les plongeurs étaient exposés à des risques tels que la narcose à l'azote, la toxicité de l'oxygène et l'accident de décompression. Chaque plongée nécessitait un calcul précis du temps de fond et des paliers de décompression obligatoires lors de la remontée. Lors de leur première descente sur l'épave, les plongeurs ont rencontré une visibilité extrêmement réduite. La visibilité était limitée à quelques mètres dans toutes les directions. L'eau était trouble à cause du limon et des sédiments. La structure était partiellement enfouie sous le sable et des décennies de filets de pêche accumulés. Se déplacer autour de l'épave s'est avéré difficile et fastidieux. Malgré ces obstacles, les plongeurs ont rapidement identifié leur découverte. Il s'agissait manifestement d'un sous-marin. La taille indiquait qu'il s'agissait d'un grand navire et non d'un petit sous-marin côtier. La découverte souleva immédiatement des questions, car aucun document ne faisait état de perte de sous-marins à cet endroit. Les plongeurs examinèrent toute la coque extérieure à la recherche de numéros ou de marques d'identification. Ils n'en ont trouvé aucune. Aucune plaque nominative n'était visible. Aucun drapeau ni insigne national n'était en vue. Des décennies de corrosion et d'organismes marins avaient masqué la plupart des éléments d'identification. Le kiosque présentait des dommages importants et un effondrement partiel. La coque extérieure était fissurée et déformée. Le temps et la pression avaient eu raison de la structure métallique. Le sous-marin se désintégrait lentement rouille, s'enfonçant dans les fonds marins. Faute d'identification précise, les plongeurs ne pouvaient déterminer ni l'origine, ni la nationalité du bâtiment. L'équipe a donné un surnom à l'épave mystérieuse Uhu. Ce nom reflétait à la fois l'origine allemande probable du sous-marin et l'incertitude totale quant à son identité. Les plongeurs se sont engagés à résoudre le mystère. Ils ont planifié une série d'expéditions de retour pour recueillir davantage d'informations et récupérer des artefacts permettant de les identifier. Chaque plongée suivante présentait de nouveaux défis. La profondeur extrême limitait le temps passé au fond à de courtes périodes. Les plongeurs devaient consacrer beaucoup plus de temps à la décompression qu'à l'exploration de l'épave. Les conditions météorologiques entraînaient fréquemment l'annulation des plongées prévues. De forts courants rendaient parfois l'approche de l'épave impossible. Malgré ces difficultés, l'équipe a persévéré. Au fil de plusieurs expéditions, les plongeurs ont commencé à récupérer de petits objets à l'intérieur de l'épave. Ils ont trouvé des jauges allemandes avec des mesures métriques. Ils ont découvert des tuyaux des vannes et des instruments de mesure qui provenaient manifestement de fabrication allemande. Ces éléments ont confirmé l'origine du sous-marin. Il s'agissait assurément d'un sous-marin allemand. Cependant, identifier précisément lequel restait la principale difficulté. Les plongeurs ont récupéré divers objets personnels, notamment des assiettes, des bols et du matériel. Certains objets arboraient l'aigle marin emblème de la marine allemande. Ces découvertes ont apporté un éclairage historique, mais pas d'identification précise. L'équipe avait besoin d'éléments plus concluants. Il leur fallait un élément de preuve permettant de remonter jusqu'à un navire ou un membre d'équipage précis. La solution fut trouvée par les plongeurs lorsqu'ils découvrirent un couteau à beurre. Ce dernier présentait une corrosion importante, mais était intact. Plus important encore, quelqu'un avait gravé un nom sur le métal. On pouvait y lire « Hornburg ». Il s'agissait d'une preuve cruciale. Le nom appartenait à une personne, et non à un navire ou à un numéro de modèle. Ce simple artefact a permis d'identifier le corps. Les plongeurs ont alors entrepris des recherches dans les archives de la marine allemande et les listes d'équipage. Ils recherchèrent toute personne du nom de Hornburg ayant servi à bord de sous-marins allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs recherches les menèrent
à Georg Hornburg, un membre d'équipage officiellement répertorié comme ayant servi à bord du U-869. Ce lien constitua le premier lien concret entre l'épave mystérieuse et un sous-marin précis. L'équipe a poursuivi ses travaux d'archéologie sous-marine. Lors de plongées ultérieures, elle a récupéré des collecteurs de soupapes et des composants de moteurs diesel. Ces pièces mécaniques portaient des numéros de série estampillés par les fabricants. Les plongeurs ont retracé ces numéros de série jusqu'aux archives de production de Deschemag A.J. Weisser, le chantier naval allemand qui a construit l'U-869. Les numéros correspondaient parfaitement. Après 6 années de plongée périlleuse et de recherche méticuleuse, l'équipe de plongeurs civils avait accompli ce que les organisations militaires et gouvernementales n'avaient pas réussi à faire. En 1997, la marine américaine a officiellement reconnu ses découvertes. L'épave du sous-marin, gisant au large des côtes du New Jersey, a été identifiée comme étant l'U-869. Mort par tyramie, ou pire encore, la confirmation que l'épave au large du New Jersey était bien celle du U-869 a créé un nouveau problème. L'identification du sous-marin a permis de répondre à une question, mais a soulevé un autre mystère tout aussi important: comment l'U-869 a-t-il coulé? Son emplacement même contredisait tous les rapports officiels. Le sous-marin était censé avoir sombré près de Gibraltar, or il reposait à des milliers de kilomètres au large des côtes américaines. Comprendre les causes du naufrage est devenu le défi suivant pour les chercheurs et les historiens. Les enquêteurs ont examiné attentivement les preuves disponibles et étudié les dommages matériels visibles sur l'épave. Ils ont examiné des documents de guerre provenant de sources allemandes et américaines. Ils ont analysé la situation tactique dans l'Atlantique au début de 1945. De ces recherches, 2 théories principales ont émergé. Chaque théorie s'appuyait sur des preuves. Chacune présentait également des lacunes qui empêchaient d'en avoir une certitude absolue. La première théorie suggérait que le U-869 avait été détruit par sa propre arme. Les torpillasons de la Seconde Guerre mondiale étaient sophistiquées mais peu fiables. Conçues pour foncer droit sur leur cible, elles subissaient cependant fréquemment des défaillances mécaniques. Un dysfonctionnement particulièrement meurtrier fut surnommé le problème du « coureur circulaire ». Une torpille à courbure circulaire était lancée normalement, mais dévia ensuite de sa trajectoire. Des gyroscopes défectueux ou des gouvernes endommagées provoquaient une large trajectoire parabolique au lieu d'une trajectoire rectiligne. La torpille décrivait une trajectoire circulaire et revenait vers le sous-marin qui l'avait tirée. Ce dysfonctionnement causa la destruction de plusieurs U-boots durant la guerre. Tous les commandants de sous-marins connaissaient ce risque et le redoutaient. Les partisans de la théorie du « circular runner » estiment que cela explique le sort du U-869. Selon eux, le sous-marin aurait tiré une torpille lors d'opérations de combat ou d'un essai. L'arme aurait immédiatement dysfonctionné et aurait commencé à faire demi-tour. L'équipage n'a eu ni le temps de réagir, ni de manœuvrer pour l'éviter. La torpille a percuté leur propre sous-marin et a explosé contre la coque. Plusieurs éléments corroborent cette explication. Premièrement, les chercheurs n'ont trouvé aucune trace d'un quelconque engagement du U-869 contre un navire ennemi. Aucun navire allié n'a signalé d'attaque à la torpille dans cette zone durant la période concernée. Aucun document subsistant ne mentionne de tentative d'attaque menée par le sous-marin. Cela laisse supposer que l'U-869 n'a jamais réussi à atteindre une cible ennemie. De plus, l'examen de l'épave a révélé d'importants dégâts internes dus à l'explosion. La configuration des dégâts semble correspondre à l'explosion d'une torpille à proximité immédiate de la coque. Cependant, les dégâts présentaient les caractéristiques d'une explosion interne plutôt que d'une attaque externe. La force semblait provenir de l'intérieur ou de la structure immédiate du sous-marin. La seconde hypothèse principale
suggérait que des navires de guerre américains avaient détruit l'U-869 lors d'opérations de combat. D'après cette explication, 2 navires de l'US Navy ont détecté et attaqué le sous-marin. Il s'agissait de l'USS Howard D. Crowe et de l'USS Coiner. Ces 2 navires opéraient dans l'Atlantique à cette époque. Le 11 février 1945, ces 2 navires signalèrent qu'avoir engagé le combat avec un sous-marin non identifié. Ils détectèrent la cible à l'aide d'un sonar ou d'un hydrophone. Les navires lancèrent une attaque coordonnée aux grenades sous-marines. Les grenades sous-marines étaient des armes explosives conçues pour détonner sous l'eau à des profondeurs précises. Les ondes de choc créées par ces explosions pouvaient écraser la coque des sous-marins. Après la guerre, les archives de la marine américaine ont considéré cet engagement comme un naufrage réussi. Le rapport mentionnait comme cible un sous-marin allemand non identifié. Des analyses ultérieures menées par des historiens militaires ont conclu que le sous-marin coulé devait être l'U-869. Même après la découverte de l'épave au large du New Jersey par des plongeurs des décennies plus tard, la marine américaine a maintenu que le naufrage était dû à des charges de profondeur lancées par ces 2 navires. Cette théorie paraissait simple au premier abord. Cependant, les chercheurs ont relevé plusieurs problèmes dans cette explication. Le premier concernait le moment et le lieu. Les ordres de mission du U-869 le dirigeaient vers Gibraltar et non vers la côte est américaine. Si des navires américains ont attaqué un sous-marin près du New Jersey, pourquoi personne n'a-t-il fait le lien avec le U-869 à l'époque? Le sous-marin n'était pas attendu dans cette zone. Le second problème concernait les coordonnées précises. L'endroit où les sous-marins USS Howard D. Crowe et USS Coiner ont signalé leur attaque ne correspondait pas exactement à l'emplacement où les plongeurs ont découvert l'épave. Les 2 emplacements étaient proches mais non identiques. Ils étaient suffisamment proches pour suggérer un lien, mais suffisamment éloignés pour laisser planer un doute quant à l'implication du même sous-marin. Le troisième point concernait l'état de l'épave elle-même. Les plongeurs ont découvert que plusieurs tubes lance-torpilles étaient encore scellés. Si l'U-869 avait engagé le combat contre des navires de surface, la procédure standard exigeait le tir de torpille. Pourquoi le sous-marin n'avait-il apparemment lancé aucune arme? Pourquoi semblait-il totalement pris au dépourvu? L'examen physique de l'épave a fourni des informations contradictoires. La partie avant présentait d'importants écrasements et déformations. Les compartiments internes avaient implosé sous l'effet de la force intense. Ces dégâts suggéraient une onde de choc provenant de l'intérieur du sous-marin plutôt que de l'explosion de grenades sous-marines au-dessus de celui-ci. Cependant, certaines zones externes de la coque présentaient des déformations pouvant correspondre à des explosions sous-marines à proximité. Une observation particulièrement frappante concernait la position de l'équipage. Les restes humains retrouvés à l'intérieur de l'épave indiquent que personne n'a atteint les écoutilles de secours. Aucun membre d'équipage n'a tenté de remonter à la surface. Rien ne laisse penser que des procédures d'urgence aient été mises en œuvre. Quel que soit l'événement qui a détruit l'U-869, il s'est produit avec une rapidité fulgurante. L'équipage est mort sur le coup sans avertissement ni possibilité de réaction. Les 2 théories contenaient des éléments de vérité. Les 2 études présentaient des faiblesses qui empêchaient de tirer des conclusions définitives. Le mystère des circonstances exactes de la mort d'U-869 est resté entier malgré des décennies d'enquête. Les chambres cachées, fin 2024. Pendant plus de 30 ans après sa découverte initiale, des plongeurs ont continué d'explorer l'épave du U-869. Chaque expédition s'est heurtée aux mêmes difficultés que les premières investigations. La profondeur extrême de 70 mètres imposait des contraintes de temps considérables. De forts courants sous-marins rendaient souvent la plongée impossible.
La mauvaise visibilité entravait les efforts d'exploration. La température de l'eau en profondeur restait proche de zéro toute l'année. Ces facteurs conjugués rendaient chaque plongée dangereuse et physiquement éprouvante. Malgré ces difficultés, les progrès technologiques ont progressivement élargi le champ des possibles pour les plongeurs. L'amélioration des systèmes de mélange gazeux a permis d'allonger légèrement la durée des plongées. L'éclairage sous-marin amélioré a permis de mieux pénétrer l'obscurité. Des équipements de communication de pointe ont facilité la coordination entre les membres de l'équipe. Des caméras haute résolution ont permis de documenter l'épave avec plus de précision que lors des expéditions précédentes. Fin 2025, une équipe de plongeurs équipée de cette nouvelle technologie a tenté d'accéder à des zones du sous-marin jusque-là considérées comme inaccessibles. Une section en particulier était restée scellée depuis le naufrage du sous-marin près de 80 ans auparavant. L'effondrement de la structure et une corrosion extrême avaient bloqué ce compartiment. Toute tentative d'entrée comportait des risques importants. Le métal corrodé pouvait s'effondrer davantage. Les arêtes vives pouvaient déchirer les combinaisons de plongée ou les tuyaux d'air. Toute manipulation de l'épave risquait de provoquer d'autres défaillances structurelles. L'équipe a donc procédé avec précaution, travaillant lentement pour éviter d'endommager les vestiges fragiles. Après de longs efforts, ils sont parvenus à pénétrer dans la section scellée. Ce qu'ils y ont découvert a surpris même les membres les plus expérimentés de l'expédition. D'après des membres de l'équipe s'exprimant sous couvert d'anonymat, le compartiment semblait remarquablement bien conservé. L'environnement hermétique avait protégé le contenu des pires effets de la corrosion par l'eau salée. La pression et le temps avaient néanmoins causé une détérioration importante, mais de nombreux objets restaient reconnaissables. Les plongeurs ont décrit l'endroit comme une capsule temporelle figée dans le temps. Le U-869 a coulé en 1945. À l'intérieur du compartiment, l'équipe a découvert des casiers personnels ayant appartenu aux membres d'équipage. Des caisses de rangement étaient encore empilées là où les marins les avaient placées des décennies auparavant. Les coffres étaient intacts. Certains contenaient encore des joints en caoutchouc qui, malgré le milieu marin, avaient miraculeusement conservé une partie de leur intégrité. L'état de conservation dépassait tout ce que les plongeurs avaient pu observer jusqu'alors sur l'épave. Cependant, une fouille plus approfondie du compartiment a révélé des objets qui ont immédiatement attiré l'attention des historiens et des spécialistes du renseignement. Des sources proches de l'enquête ont décrit la découverte d'un poignard de cérémonie destiné aux officiers du régime. L'arme était ornée de décorations élaborées. Sa lame portait, semble-t-il, une devise gravée associée aux unités d'élite de la marine allemande. À proximité du poignard des plongeurs, on découvert une caisse étanche soigneusement scellée. À l'intérieur se trouvait un uniforme de cérémonie de la marine allemande. L'uniforme était remarquablement bien conservé compte tenu de son âge et de son environnement. Il arborait encore l'insigne de l'aigle de fer utilisé par la marine allemande. Plus significatif encore, il comportait un brassard rouge orné d'une croix gammée. Les historiens militaires ont noté que la découverte de tels objets dans un tel état de conservation était extrêmement rare. La découverte la plus controversée a eu lieu sous plusieurs couches de documents scellés. Des plongeurs ont trouvé ces papiers enveloppés dans de la toile cirée, un matériau imperméable couramment utilisé pour protéger les objets importants en mer. Parmi ces objets protégés se trouvait une boîte contenant des souvenirs politiques nazis. La boîte comprenait un drapeau à croix gammée, plié, selon une technique militaire précise. Le tissu ne présentait que des dommages minimes, malgré des décennies passées sous l'eau. Outre le drapeau, l'équipe a récupéré des tracts de propagande imprimés en anglais. L'analyse de ces documents a révélé qu'ils visaient à semer la discorde au sein de la population civile américaine. Ces tracts contenaient des messages destinés à saper le soutien à l'effort de guerre. Leur présence à bord d'un sous-marin allemand laissait supposer un projet de diffusion sur le sol américain. La découverte d'un livre de code apparemment partiellement crypté
s'avéra sans doute la plus intrigante. Ce livre portait des marques distinctives de l'Abwehr, le service de renseignement militaire de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Les livres de code de ce type étaient considérés comme des documents hautement sensibles. Leur présence à bord de l'U-869 a immédiatement soulevé des questions quant à la véritable mission du sous-marin. L'équipe de découverte a délibérément choisi de ne pas rendre publiques ses conclusions. Ces documents soulevaient des questions politiquement sensibles que les autorités préféraient traiter avec discrétion. La divulgation publique d'objets nazis et de documents de renseignement risquait de susciter une polémique indésirable. Plus important encore, ces objets suggéraient des hypothèses qui contredisaient les récits historiques communément admis. La combinaison de documents de propagande de renseignement et d'objets cérémoniels laisse penser que l'U-869 aurait pu avoir une mission autre que la simple patrouille de combat. Certains chercheurs émettent désormais l'hypothèse que le sous-marin aurait pu être chargé d'opérations secrètes sur ou à proximité du territoire américain. Ceci pourrait expliquer pourquoi le bâtiment a été aperçu au large des côtes du New Jersey plutôt qu'à proximité de Gibraltar où il était censé opérer. L'hypothèse selon laquelle l'U-869 avait l'intention de déployer des agents ou du matériel sur le sol américain restait à confirmer. Cependant, les preuves matérielles retrouvées dans le compartiment scellé apportaient des éléments probants en faveur de cette possibilité. Si elle s'avérait exacte, cette explication bouleverserait notre compréhension des opérations de renseignement allemandes dans l'hémisphère occidental durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. La culpabilité des survivants. Herbert Gusowski. Parmi les 56 hommes initialement affectés à l'équipage du U-869, tous sont officiellement déclarés victimes de guerre. L'équipage entier aurait péri lors du naufrage du sous-marin, début 1945. Pendant des décennies, cela est resté un fait historique admis. Cependant, un nom figurait sur la liste d'affectation initiale des membres d'équipage, mais pas sur la liste finale des victimes. Ce nom était celui d'Herbert Gusowski. Herbert reçut l'ordre de rejoindre l'équipage du U-869 lors de sa phase de préparation. Il s'entraîna avec les autres marins qui seraient chargés de l'utilisation du sous-marin. Cependant, peu avant la date de départ prévue, Herbert tomba malade. Le personnel médical l'a examiné et a conclu qu'il était inapte au service. Les espaces confinés, les ressources limitées et l'environnement opérationnel dangereux ne permettaient pas d'accueillir des membres d'équipage malades. Un autre marin a reçu l'ordre de remplacer Herbert. Ce membre d'équipage remplaçant a suivi une formation accélérée en vue de son déploiement. Ce changement de personnel s'inscrivait dans le cadre d'un ajustement de routine fréquent lors des opérations militaires. Les navires et les sous-marins subissaient régulièrement des modifications d'équipage de dernière minute en raison de maladies de blessures ou de mutations administratives. Personne ne jugea ce changement significatif à l'époque. L'U-869 quitta le port sans Herbert à son bord. Il resta à la base navale pour se remettre de sa maladie, tandis que ses anciens camarades prirent la mer dans l'océan Atlantique. Quelques semaines plus tard, toute communication avec le sous-marin cessa. Des mois après la capitulation de l'Allemagne, les autorités navales dressèrent les listes des victimes. Le rapport officiel indiquait que l'U-869 avait été détruit près de Gibraltar, tout l'équipage ayant péri. Dans les années 1990, des plongeurs américains spécialisés dans les épaves firent leur découverte au large des côtes du New Jersey. Dans le cadre de leurs recherches pour identifier le mystérieux sous-marin, l'équipe de plongeurs commença à contacter toute personne ayant un lien avec l'U-869. Ils recherchèrent des proches survivants des membres d'équipage. Ils recherchaient toute personne susceptible de fournir des informations sur le navire ou son équipage. Leur enquête les mena finalement à Herbert. Lorsque les plongeurs le contactèrent, ils lui apportèrent une nouvelle bouleversante.
Ces informations contredisaient frontalement tout ce que Herbert avait cru pendant plus de 50 ans. Le chercheur Richie Kohler, l'un des principaux plongeurs ayant participé à l'identification de l'épave, a décrit plus tard la réaction initiale d'Herbert comme étant du scepticisme. Herbert eut du mal à accepter cette affirmation. Les plongeurs ont fourni des preuves à l'appui de leur dire. Ils ont montré à Herbert des photographies d'objets récupérés sur l'épave. Plus convaincant encore, ils ont présenté des images d'un couteau gravé du nom de Georg Hornberg. Herbert reconnut immédiatement ce nom. Il confirma que Georg Hornberg avait bien fait partie de l'équipage du U-869. Il avait connu Hornberg personnellement durant leur période d'entraînement. Cette vérification s'est avérée cruciale pour l'identification. La confirmation d'Herbert a permis de relier directement les artefacts récupérés à l'U-869. Ces souvenirs de certains membres d'équipage ont aidé les chercheurs à vérifier d'autres aspects de leur découverte. Il se souvint des détails de la période d'entraînement et de l'ambiance au sein de l'équipage durant les dernières semaines avant le déploiement. Interrogé sur ses sentiments concernant la découverte, Herbert aurait exprimé une émotion contenue. Il reconnut la chance incroyable qui lui avait permis d'échapper à la mort grâce à une simple maladie. Il a exprimé sa tristesse face à la perte de ses camarades d'entraînement. Cependant, il n'a pas recherché la publicité ni l'attention pour sa survie. Il a accordé peu d'interviews et a préféré garder le silence sur son lien avec le sous-marin. Les souvenirs d'Herbert ont permis de combler des lacunes dans les archives historiques. Sa connaissance directe de l'équipage et de sa préparation a confirmé des informations qui n'existaient que dans des documents fragmentaires. Il représentait un lien vivant avec l'U-869 que les chercheurs ne s'attendaient pas à découvrir. Herbert Guszowski est décédé en 2005. Il ignorait tout de la découverte du compartiment scellé qui surviendrait près de 20 ans plus tard. On ne sait toujours pas s'il connaissait la véritable mission du U-869. Il n'a jamais évoqué publiquement aucun aspect classifié des ordres donnés aux sous-marins. S'il avait connaissance d'informations autres que celles consignées dans les documents officiels, il a choisi de les garder secrètes de son vivant. Conclusion. L'histoire du U-869 représente l'une des découvertes archéologiques sous-marines les plus importantes du 20e siècle. Ce qui avait commencé comme une expédition de plongée de routine sur une épave au large des côtes du New Jersey s'est transformé en une enquête qui a remis en question les récits historiques établis et révélé des lacunes dans les archives militaires officielles. Cette découverte a démontré comment même des événements bien documentés de la Seconde Guerre mondiale pouvaient contenir des erreurs fondamentales qui ont persisté pendant des décennies. Le processus d'identification a mis en lumière les compétences de chercheurs civils dévoués. Sans financement gouvernemental ni soutien institutionnel, une petite équipe de plongeurs amateurs a accompli ce que les organisations militaires n'avaient pas réussi à faire localiser un sous-marin disparu, l'identifier grâce à une récupération minutieuse d'artefacts et prouver que les rapports officiels concernant son sort étaient totalement erronés. Leurs travaux ont établi de nouvelles normes pour les investigations archéologiques sous-marines et les méthodes d'identification des épaves. Cependant, malgré des années de recherche et d'exploration des questions fondamentales concernant l'U-869 demeurent sans réponse. La présence du sous-marin au large de la côte est américaine, contredit ses ordres de mission documentés. Aucune explication claire ne permet de comprendre pourquoi le sous-marin a opéré à des milliers de kilomètres de sa zone de patrouille assignée. La découverte de documents de renseignement et de propagande dans le compartiment scellé ouvre des perspectives qui continuent d'alimenter les débats des historiens. Les causes de la destruction du sous-marin demeurent également sujettes à controverse. La théorie de la torpille circulaire offre une explication plausible étayée par des preuves matérielles provenant de l'épave. La théorie de l'attaque aux grenades sous-marines propose un scénario alternatif appuyé par les archives de la marine américaine.
Aucune de ces explications ne rend pleinement compte de l'ensemble des dommages observés et des incohérences historiques. Certains chercheurs pensent qu'un troisième facteur inconnu pourrait avoir contribué au naufrage. La dimension humaine de l'histoire du U-869 confère une dimension émotionnelle supplémentaire à ce mystère technique. 56 hommes ont péri à bord du sous-marin sans jamais atteindre leur destination. Ils quittèrent le port croyant participer à une patrouille de combat en eaux européennes. Au lieu de cela, ils périront au large des côtes américaines dans des circonstances qui restèrent secrètes pendant un demi-siècle. Leurs familles les pleurèrent, et en se basant sur des informations erronées concernant le lieu et les circonstances de leur mort. La survie d'Herbert Kuchowski, miraculeusement acquise grâce à une maladie fortuite, illustre le caractère arbitraire du destin en temps de guerre. Un simple problème de santé lui a sauvé la vie, tandis que le marin qui l'a remplacé a péri. Ce facteur aléatoire nous rappelle que derrière chaque statistique militaire et chaque rapport de perte se cachent des êtres humains dont la vie a basculé sous l'effet de circonstances indépendantes de leur volonté. L'enquête sur l'uranium, 869, illustre comment la compréhension historique continue d'évoluer au gré des nouvelles découvertes. Ce qui semblait acquis en 1945 s'est révélé erroné en 1997. Les découvertes de 2024 soulèvent de nouvelles questions auxquelles il faudra peut-être encore des décennies pour répondre pleinement. Les fonds marins recèlent d'innombrables mystères similaires qui ne demandent qu'à être révélés grâce à la technologie et à la détermination. Ce cas illustre également l'importance de remettre en question les versions officielles. L'explication communément admise du sort du U-869 est restée incontestée pendant plus de 40 ans, simplement parce qu'elle figurait dans les archives militaires. Ce n'est que lorsque des plongeurs civils ont localisé l'épave que la vérité a commencé à se faire jour. Leur travail nous rappelle que les documents officiels, aussi importants soient-ils, peuvent contenir des erreurs significatives qui persistent jusqu'à ce que quelqu'un prenne la peine de vérifier les faits de manière indépendante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.